Bonjour, je vous propose l'analyse d'une actualité en droit du travail issue d'un arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 10 janvier 2017, un numéro de pourvoi 15-86-580. Il s'agit de la question de savoir si un auto-entrepreneur peut être qualifié de salarié. Rappelons que le régime de l'auto-entrepreneur, qui a été requalifié, rebaptisé micro-entrepreneur depuis le 1er janvier 2016, ce régime du micro ou de l'auto-entrepreneur est un régime social et spécifique à des travailleurs indépendants. Il est issu d'une loi du 4 août 2008, dite de modernisation de l'économie. Alors, beaucoup d'entreprises, de sociétés utilisent les services d'auto-entrepreneurs pour réaliser des services, des activités et parfois même, elles utilisent les auto-entrepreneurs comme substitut à des salariés. Et donc, depuis quelques années, se développent des contentieux à la demande des auto-entrepreneurs eux-mêmes, mais aussi à la demande d'organismes sociaux tels que l'URSSAF, contentieux visant à obtenir la requalification en contrat de travail du contrat de mission d'entreprise, quel que soit son nom, conclu entre une entreprise et un auto-entrepreneur. Alors dans cette affaire qui a donné lieu à l'arrêt du 10 janvier 2017, en 2012, des inspecteurs de l'URSSAF de Paris se présentent dans les locaux d'une société, une librairie donc spécialisée dans l'édition et la diffusion d'ouvrages. Ils se présentent dans cette société aux fins de contrôle à la suite d'un signalement pour des faits de travail dissimulé. Et lors de cette visite inopinée, la présence de 4 personnes en situation de travail a été constatée. Toutes ces personnes ont indiqué avoir été recrutées au cours de l'année 2010, donc on est en 2012. Ils ont été recrutés selon eux au cours de l'année 2010, entre janvier ou octobre, et ont déclaré avoir effectué des heures de travail au sein de la société en qualité de stagiaires, puis d'auto-entrepreneurs. Ces personnes ont indiqué que leurs fonctions au sein de cette entreprise avaient toujours été les mêmes depuis leur arrivée, de même que leurs horaires, qu'elles étaient rémunérées sur facture et finalement qu'elles ont changé de statut. Alors dans les faits, elles ont changé de statut pour certaines fin 2011, pour d'autres au cours de l'année 2012. Et certains ont ensuite bénéficié d'un contrat de travail pour 3 d'entre elles et la 4e personne a conservé son statut d'auto-entrepreneur. Alors, dans leur procès-verbal, sur la base des constatations effectuées lors de la visite dans les locaux de l'entreprise, des déclarations recueillies et des documents obtenus, dont les factures des auto-entrepreneurs, dans leur procès-verbal, les inspecteurs de l'URSSAF ont relevé qu'au cours des années 2009 et 2011, la société et son gérant avaient intentionnellement substitué des stagiaires et des auto-entrepreneurs à des salariés pour occuper des postes permanents au sein de l'entreprise. Ce faisant, l'entreprise a pu s'exonérer, selon les inspecteurs, du paiement des charges sociales, soit en raison des conditions légales avantageuses sur ce plan accordées à l'action de formation des stagiaires, soit par le fait du transfert du paiement des charges sociales aux auto-entrepreneurs. Par ailleurs, selon les déclarations même des employés, c'est à la demande du gérant de la société, faisant appel à leurs services, qu'ils avaient opté pour ce statut d'auto-entrepreneur, alors même qu'ils n'avaient aucun autre donneur d'ordre. Finalement, ils ne travaillaient que pour cette société, pour cette librairie. Le tribunal correctionnel de Paris, qui a été saisi donc par l'URSSAF s'est porté partie civile, le tribunal correctionnel de Paris a considéré que l'ensemble des éléments produits établissait que le travail accompli au sein de l'entreprise considérée s'effectuait dans des conditions de subordination. Une direction par le gérant de la société pouvait être constatée selon des horaires préétablis avec des tâches répétitives au fil des mois et pour une rémunération constante.
Alors, ces éléments, selon le tribunal correctionnel, caractérisent l'existence d'un contrat de travail mettant à néant la présomption de non-salariat rattachée aux auto-entrepreneurs, à l'auto-entreprise ou à un simple stage temporaire. En conséquence, dans cette affaire, le tribunal correctionnel a procédé à une requalification du statut d'auto-entrepreneur en contrat de travail, en salarié, et donc il en a fait de même d'ailleurs pour le stage. Et puis le tribunal a condamné la société employeur et son gérant pour travail dissimulé, à la fois dissimulation d'activité et dissimulation d'emploi, et donc condamnation à des amendes d'un montant de 10 000 € pour la société et 2 000 € pour le gérant, la moitié avec sursis. Alors le jugement du tribunal correctionnel a ensuite été confirmé par la Cour d'appel de Paris, puis par la Cour de cassation. La Cour de cassation, dans cette affaire, a également considéré que les salariés concernés se trouvaient placés dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard des prévenus. Alors faisons quelques remarques sur ce sujet important. D'abord, il faut rappeler un principe essentiel en droit du travail, c'est la règle d'indisponibilité de la catégorie de contrat de travail. Cela signifie que le juge, saisi d'une demande de requalification d'une relation juridique en contrat de travail, le juge n'est pas tenu par les qualifications que les parties ont entendu donner à leur relation. Alors, cette règle d'indisponibilité trouve plusieurs fondements juridiques. Le premier fondement textuel, c'est l'article 12, alinéa 2 du Code de procédure civile, selon lequel le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Et puis plus largement, le fondement est jurisprudentiel, puisque depuis longtemps, la Cour de cassation admet que la volonté des parties est impuissante pour écarter les dispositions du droit du travail. Et donc, par exemple, dans l'arrêt Barra de la Chambre sociale du 4 mars 1983, la Cour de cassation avait affirmé, Chambre sociale, que la seule volonté des parties est impuissante à soustraire cette personne au statut social qui découlait nécessairement des conditions d'accomplissement de son travail. Dans une autre affaire assez célèbre, l'arrêt Labanne de la Chambre sociale rendu le 19 décembre 2000, la Cour de cassation précise que la seule l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Donc voilà, un principe qui permet au juge de requalifier la situation juridique, la relation contractuelle. Alors, en matière d'auto-entrepreneur, néanmoins, il faut rappeler que le Code du travail, à l'article L 8221-6, premièrement, pose expressément une présomption de non-salariat du travailleur indépendant, ce qu'est le micro-entrepreneur, qu'il exerce une activité commerciale ou artisanale. Mais il ne s'agit là que d'une présomption simple qui peut être renversée dès lors qu'est établi l'accomplissement d'un travail dans un lien de subordination juridique permanent. Et donc la preuve des critères du contrat de travail, et en particulier le critère essentiel du lien de subordination juridique, peut permettre d'écarter la qualification d'auto-entrepreneur. Alors, s'agissant des auto-entrepreneurs, il faut noter que plusieurs arrêts ont été rendus par la Cour de cassation et procédant à une telle requalification du statut d'auto-entrepreneur en salarié. Alors, donnons 3 exemples. Un arrêt du 6 mai 2015, Chambre sociale, à propos d'un commercial indépendant sous le régime de l'auto-entreprise, et qui avait travaillé dans le respect d'un planning quotidien précis établi par la société qui faisait appel à ses services. Il devait assister à des entretiens individuels, à des réunions commerciales régulières. La société lui avait assigné des objectifs en termes de chiffre d'affaires annuel et lui avait imposé de passer des ventes selon une procédure déterminée, sinon ces ventes étaient refusées. Donc on voyait bien
un peu l'exercice ici d'un pouvoir de direction qui s'exerce sur ce travailleur indépendant, requalification en contrat de travail. Dans une autre affaire, rendue cette fois-ci, un arrêt rendu par la deuxième chambre civile le 7 juillet 2016, il s'agissait d'une société qui opère dans le secteur de la formation et qui avait recruté des formateurs salariés avant de les faire passer dans le régime, en tout cas de leur demander de passer sous le régime de l'auto-entreprise. Et donc ces formateurs auto-entrepreneurs avaient conclu avec cette société un contrat de prestation de service à durée indéterminée pour des cours de soutien scolaire, d'animation de cours collectifs, et ils exerçaient leur activité pour le compte de la société, dans les locaux de la société, auprès d'élèves qui n'étaient que la clientèle exclusive de la société. Le programme était le plus souvent fixé par cette société et remis aux formateurs lors de réunions pédagogiques. Donc on voit bien que ces formateurs, au final, n'étaient que des travailleurs subordonnés. Enfin, un troisième exemple, cette fois-ci la chambre criminelle de la Cour de cassation le 24 mai 2016 a déclaré une société coupable de travail dissimulé à l'égard de 10 auto-entrepreneurs qui ne disposaient, là encore, d'aucune autonomie et dont le contrat bimensuel conclu avec cette société était reconductible par tacite reconduction. Voilà, donc un contentieux qui fleurit sur la requalification d'auto-entrepreneurs en salariés, et on en connaît les enjeux. Le premier enjeu, et dans cette affaire c'est le cas, c'est l'existence d'une dissimulation d'un emploi salarié, donc d'un délit de dissimulation d'emploi salarié. Ce délit peut résulter donc du fait de se soustraire à la déclaration préalable à l'embauche et à plusieurs obligations, par exemple la délivrance du bulletin de paie, aux déclarations relatives au salaire ou bien sûr aux cotisations sociales, article L 8221-5. Donc il faut constater l'élément matériel pour caractériser un délit, violation des formalités de déclaration à l'embauche, etc., mais aussi un élément intentionnel qui peut résulter, comme dans ces affaires d'ailleurs, du fait qu'on utilise finalement de façon identique le statut d'auto-entrepreneur avec un statut de salariat. Par exemple, on demande aux salariés de basculer dans le régime de l'auto-entreprise. Alors, la conséquence de ce délit par dissimulation d'emploi salarié, c'est que d'abord, l'employeur qui est reconnu coupable de ce délit encourt des sanctions pénales, mais aussi des sanctions administratives. Sanctions pénales qui peuvent aller jusqu'à 225 000 € d'amende, mais aussi donc des sanctions administratives. Mais le salarié peut aussi faire une demande d'indemnisation pour travail dissimulé devant le Conseil de prud'homme, et il a droit à une indemnité de 6 mois de salaire. La Chambre sociale de la Cour de cassation a d'ailleurs jugé que cette indemnité forfaitaire peut se cumuler avec des indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail. Et justement, en cas de requalification en contrat de travail, eh bien, le salarié va pouvoir valablement saisir le Conseil de prud'homme, puisqu'on rentre là dans le cadre des compétences exclusives du Conseil de prud'homme, donc cette action est recevable, et il pourra demander l'application des règles du Code du travail en matière de salaire minimum, ou encore en matière de congé, de temps de travail, ou encore en matière de licenciement. Et donc ce salarié pourra, par exemple, demander à ce que la rupture de son contrat de prestation de service, etc., requalifié en contrat de travail par l'employeur, eh bien, s'analyse, soit requalifiée de licenciement, et à défaut de lettre de licenciement, c'est-à-dire de lettre énonçant des motifs objectifs et précis de rupture, à défaut de lettre de licenciement, eh bien, cette rupture s'analysera en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Je vous remercie.